Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, l'émission politique de Télé Grenoble. Chaque semaine, un tête-à-tête de 45 minutes avec un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Jordanov. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le nouveau député de la 5e circonscription de l'Isère. Vous avez été élu en juin dernier sous l'étiquette d'Europe Écologie Les Verts. La 5e circonscription de l'Isère, c'est déjà un découpage géographique un peu particulier, hein. Pas facile à comprendre. C'est pas facile à comprendre, ça correspond à rien au niveau du territoire, effectivement. On a le Grésivaudan, on a la Chartreuse, on a la Valdaine. Ce sont des territoires qui sont qui ont des problématiques très différentes. Mais c'est un territoire qui est magnifique. Alors on la voit, cette 5e circonscription là, qui a une forme un peu bizarre, qui vient aussi flirter avec l'agglomération grenobloise, hein, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vidou notamment, font partie de cette circonscription. Et puis il y a les stations de ski de Beldonne et de la Chartreuse également sur ce territoire. Tout à fait. Vous arrivez à vous y retrouver aujourd'hui dans cette géographie, oui. Ouais. Tout à fait. Je vais un peu partout et c'est vraiment un territoire qui est très beau et je découvre beaucoup d'endroits magnifiques. Bon, c'est pas le plus simple pour se déplacer en transport en commun, en tout cas sur un territoire comme celui-là. Non, vous avez raison. C'est une région, l'Isère, que vous connaissez bien. Je crois que vous avez grandi dans le J'ai grandi département. à Saint-Martin-du-Riage, donc c'est sur la circonscription. Et puis c'est vrai que j'ai pas mal déménagé, voyagé à partir de l'adolescence. Et je suis revenu assez tard dans la région. Je suis revenu en 2020. Et depuis, donc, vous avez pris ce nouveau poste de député qui doit changer un petit peu une vie. On va y revenir parce qu'effectivement, c'est votre premier mandat d'élu, hein. Vous n'aviez pas de responsabilité dans d'autres structures. Tout à fait. J'ai jamais été élu local ou quoi que ce soit. Ça fait longtemps que je fais de la politique. Depuis mes années lycée, en fait, j'étais engagé déjà dans des associations, dans des mouvements de jeunesse, de l'écologie politique. Et puis, j'ai un petit peu monté les échelons dans mon parti, chez Europe Écologie Les Verts au départ. J'ai pris des responsabilités. J'ai fait la campagne de Jean-Louis Roumégas dans l'Hérault en 2017. Et donc, j'ai été quand même son attaché parlementaire derrière. Donc voilà, je connais un petit peu le fonctionnement. Et puis après, j'ai été élu secrétaire national adjoint d'Europe Écologie Les Verts en 2019. Voilà. Je suis dans la politique depuis un moment, mais je n'étais jamais passé par la case élu. C'était une surprise, votre élection On peut se présenter à une élection en se disant voilà, je porte les couleurs de mon parti, mais je ne me projette pas plus loin. Ça a été le score le plus serré de l'Isère, 400 voix à peu près d'écart avec la candidate qui représentait les couleurs d'Emmanuel Macron. Ce n'était pas la circonscription la plus simple, je vous l'accorde. Je m'étais préparé aux deux hypothèses. Ça fait longtemps que la politique nationale m'intéresse et donc le mandat de député m'intéresse depuis longtemps. Je n'avais pas nécessairement prévu de le gagner cette fois-ci. Je savais que c'était un territoire qui était très compliqué, qui était très favorable à Emmanuel Macron. On l'avait vu sur l'élection présidentielle. Donc voilà, ce n'était pas la campagne la plus évidente. C'est passé de justesse, mais c'est passé. Écoutez. Alors vous avez 40 ans, et donc avant d'être député, vous l'avez dit, vous aviez des responsabilités au sein d'Europe Écologie Les Verts, et vous aviez aussi une activité un peu atypique, en tout cas dans le monde des élus. Vous étiez artiste peintre. Alors je dis étiez, vous l'êtes, j'imagine que ça ne se perd pas comme ça du jour au lendemain. Non, mais c'est vrai que j'ai plus d'atelier. J'ai rendu mon atelier, j'ai plus le temps de peindre, évidemment. Mais je suis artiste peintre et je poursuis ça depuis 20 ans maintenant. Donc ça reste une passion et j'y reviendrai certainement quand il y aura une dissolution ou autre. Bon, il y a un site internet, on peut voir vos œuvres, j'en ai sélectionné quelques-unes. C'est de la peinture abstraite. Je n'ai pas trouvé de vert. Vous n'aimez pas le vert pour peindre? Le vert est une couleur très compliquée en peinture. Est-ce qu'elle l'est aussi en politique? Je ne sais pas. Assez instable, elle l'est aussi en politique. Et vous avez raison. Bon, donc voilà, pour la petite touche culturelle. Chez les Verts, il y a plusieurs tendances, pas plusieurs couleurs, mais en tout cas plusieurs tendances. Sandrine Rousseau à gauche, Éric Piolle au milieu, et puis Yannick Jadot à droite, pour caricaturer un petit peu. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce positionnement-là, mais vous vous situez comment sur cet échiquier au sein d'Europe Écologie Les Verts? Je ne me situe pas comme ça. C'est-à-dire que
Chez les écologistes, je pense qu'il y a une différence par rapport aux autres partis sur l'échiquier politique français. C'est que sur le programme, on est vraiment tous d'accord. Si vous regardez, y compris dans la primaire, il n'y a pas tellement de discussion sur des orientations politiques différentes. Il y a parfois des orientations sur le style ou sur la stratégie d'alliance ou pas. Ça fait beaucoup de débats chez nous. Sur le programme, on est d'accord. Il y a une très grande cohérence sur le fond. Et à chaque congrès, les cartes sont rebattues. Donc je ne me situe pas par rapport à des figures. Moi, j'estime, si vous voulez, qu'aujourd'hui, l'écologie politique doit arriver au pouvoir. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aille vers... c'est pas évident, mais il faut se saisir de l'ensemble des sujets, être extrêmement sérieux sur l'ensemble des sujets et voilà, se mettre en capacité de gouverner. On y arrive sur des exécutifs locaux déjà, on a beaucoup progressé, les régionales nous ont fait beaucoup progresser, les dernières municipales aussi. Je crois que l'étape suivante, c'est l'échelle nationale. Jusqu'à maintenant, ça a été compliqué pour les écologistes. Je pense que c'est le moment de préparer 2027. Alors, il y a une nouvelle direction au sein d'Europe Écologie Les Verts depuis quelques semaines. Elle a été soutenue notamment par Éric Piolle, c'est Marine Tondelier. Vous avez voté pour elle, vous, sur cette élection interne ? Je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté. C'est secret, les votes Alors, les votes sont secrets. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas signé de motion. Vous souteniez officiellement personne, c'est ça ? J'ai soutenu personne, officiellement, ni officieusement. Je me suis mis à l'écart de ce congrès. Disons que les lignes de clivage n'étaient pas forcément celles sur lesquelles je me suis retrouvé. Et puis, j'ai été beaucoup pris par mon mandat de parlementaire à partir du moment où j'ai été élu. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'est vrai que la préparation du congrès, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est une bataille interne. Voilà, je n'ai pas voulu me lancer là-dedans. C'était le début de mon mandat. Je me suis dit, j'ai rien à jouer, moi, sur ce congrès-là. Voilà. D'autres l'ont fait très bien. Je soutiens évidemment la direction. Vous avez toujours votre poste de secrétaire adjoint ou non, on est député, j'ai démissionné assez vite au mois de juillet, dès que j'ai été élu, au lendemain de l'élection, considérant que je n'avais plus le temps de faire correctement les deux fonctions. Un mandat interne dans un parti politique, c'est très chronophage. Et l'installation d'un mandat de député, c'est aussi très chronophage. Donc les deux ensemble, c'est compliqué. Voilà, il faut faire des choix. Je disais que Marine Tondelier, elle avait été soutenue officiellement par Éric Piolle. C'est le leader d'Europe Écologie Les Verts dans la région, en tout cas par le biais de ses mandats d'élus. Quelle relation vous entretenez avec le maire de Grenoble ? Écoutez, on se voit régulièrement. J'ai une relation cordiale. Après, politiquement... On n'a pas de sujet. Je me mêle assez peu, si vous voulez, de la politique locale et de la politique grenobloise, parce que j'ai aussi un passé militant qui était ailleurs. Et quand je suis arrivé là, je me suis beaucoup impliqué sur les sujets nationaux. Voilà, je n'ai pas fait les municipales. Donc, voilà, on a des agendas qui ne se recoupent pas forcément. Qu'est-ce que vous pensez de son destin national ? Parce que lui s'occupe aussi de la politique nationale. Il était candidat à l'élection présidentielle, en tout cas à la primaire. On ne cache pas ses ambitions pour la suite, une fois qu'il ne sera plus maire de Grenoble, puisqu'il l'a annoncé. Vous pensez que c'est quelqu'un au sein de votre parti qui a le corpus pour... C'est une des figures du parti, incontestablement. Il a joué la primaire. Maintenant, il y en a d'autres et voilà, vous lui poserez la question. Je ne sais pas quel destin il se voit et vous lui poserez la question. Bon, on lui pose souvent la question. Mais pour avoir un destin national, il faut aussi avoir un soutien, on va dire, du Moi, j'avais parti. Plutôt soutenu Yannick Jadot pendant la primaire. Mais voilà, après moi, comme je vous dis, c'est la reconfiguration politique se fait en fonction des élections. Il n'y a pas d'écurie qui reste forcément dans le temps dans ce parti. Les séquences sont différentes. Là, on va sur la séquence des européennes. Yannick Jadot n'est plus dans le jeu. Les choses vont s'organiser différemment. Voilà. Alors, vous l'avez dit, un mandat de député, ça bouleverse un peu l'organisation de vie. On n'a plus le temps de peindre, on démissionne de ses fonctions au sein d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez fait votre rentrée à l'Assemblée nationale, comme tout le monde, à la fin du mois de juin dernier. Quel souvenir vous avez de cette première, même si vous étiez attaché parlementaire, donc vous connaissiez les lieux, mais cette première entrée à l'Assemblée nationale en tant que député ?
Alors moi, j'avais été attaché parlementaire en circonscription, donc Vous n'étiez pas trop à Paris. J'étais pas trop à Paris. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans le Palais Bourbon, c'est dans l'hémicycle, c'est la solennité du lieu. C'est assez impressionnant. Que vous diriez, c'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de monde, le fonctionnement de l'Assemblée en lui-même est compliqué, donc il y a un temps d'adaptation. Et puis quand on est arrivé, on n'avait pas encore les bureaux, on n'avait pas d'équipe, voilà. Tout est arrivé, c'est un peu du bricolage. Et puis les premières séances en commission dans l'hémicycle, de ce que j'ai retenu, c'est quand même une ferveur, beaucoup de passion dans ce théâtre. Voilà, c'est particulier, moi j'aime bien. On vous voit là lors de votre première intervention, c'était tout début juillet, à la tribune. J'imagine que c'est un moment un peu impressionnant la première fois. La lutte contre le terrorisme est une nécessité. Oui, c'est impressionnant de monter là sur les marches au pupitre. C'est encore plus impressionnant de prendre la parole quand on est en réalité dans les gradins. Lors d'une question au gouvernement, par exemple, quand l'hémicycle est plein et qu'on est sur un sujet un peu polémique, là, quand c'est un discours qui est préparé, on ne prend pas beaucoup de risques. Il y a de l'émotion, mais voilà, on y arrive et petit à petit, ça devient quelque chose de courant et on fait moins attention. Enfin, c'est moins. Alors vous avez choisi de siéger dans la commission des lois, puisque chaque député doit choisir une commission. Alors certains d'ailleurs n'ont pas le choix qu'ils souhaitaient. Vous, c'était votre volonté d'être dans cette commission ? Absolument. Alors la commission des lois, c'est une des plus demandées, donc ça a été une petite bataille pour... je n'ai pas eu nécessairement 3 batailles pour l'avoir, mais c'était vraiment ça que je voulais. Pour notamment une raison, c'est que dans cette commission, on discute tout ce qui est loi constitutionnelle. Et je suis assez persuadé que dans ce mandat, il va y avoir des sujets de constitution, de loi constitutionnelle, ou même non, des lois ordinaires, pour la proportionnelle par exemple, qui vont être fondamentales pour la suite. Et donc je voulais être dans cette commission pour discuter de ça. Alors vous êtes illustré très vite après votre entrée à l'Assemblée nationale, Jérémy Yordanov, en refusant de voter la motion de censure déposée par votre groupe sur le vote du budget à l'automne dernier. Vous étiez le seul député de gauche à ne pas avoir voté cette motion de censure, ce qui a généré pas mal d'incompréhension parmi vos collègues. Pourquoi ce choix, vous regrettez aujourd'hui ? Non, je ne regrette pas du tout. Alors d'abord, j'ai voté la première motion de censure, celle au mois de juillet. Et j'avais signé la motion de censure dont vous parlez au moment du budget. La première, parce qu'en fait, il y a eu, à chaque 49.3, il y a eu des motions de censure. C'était la première. On avait, si vous voulez, il y a tout un débat. On y reviendra, j'espère, sur la question du 49.3 et des motions de censure. Mais cette motion de censure, c'était un outil pour dire notre position, parce qu'on était privé d'un vote. Ce n'était pas forcément, en tout cas pas pour tout le monde, l'idée à ce moment-là de renverser le gouvernement. Et le Rassemblement national avait posé sa motion de censure. Nous, on avait posé la nôtre au niveau de la NUPES. Et chacun devait voter la sienne. Voilà. Dans l'hémicycle, pendant le débat, Marine Le Pen prend la parole et déclare, il y avait eu un petit peu de débat avant, mais on ne savait pas, ils étaient revenus sur leur position, elle déclare qu'elle va voter notre motion de censure. Et à ce moment-là, je me suis dit que, si vous voulez, ce qu'on allait retenir de ça, il n'y avait aucune chance que le gouvernement tombe. Ce n'est pas du tout comme la dernière motion de censure que j'ai votée, on y reviendra peut-être. À ce moment-là, il n'y avait aucun risque, aucune chance qu'elle tombe. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est quoi le signal derrière ? Et je ne voulais pas, sur un texte fondamental comme ça, c'est-à-dire une vision politique, une vision de la politique générale, mêler mes voix à celle du Rassemblement national. Bon, le signal n'a pas été forcément très bien compris dans votre camp. Dans mon groupe, il n'y a pas eu de difficulté parce qu'on a eu un petit débat avant le vote, etc. Au niveau local, j'ai dû faire un peu d'explication de texte avec les militants. C'est normal que ça crée un peu d'incompréhension. Voilà, mais il n'y a pas aucun drame. Bon, c'était quand même une particularité. Ça arrive. À l'époque, donc, vous avez effectivement voté la dernière motion de censure avec, là pour le coup, les voix du Rassemblement national. Oui, alors je considère que là, on est dans une séquence qui est tout à fait différente. Parce que la question fondamentale, c'est est-ce que le gouvernement doit tomber ou pas ?
et à quel prix. Et là, on a besoin du RN. Alors, c'est pas qu'on a besoin. En fait, s'ils veulent pas, nous, on n'est pas allé les chercher, on n'a pas signé le texte avec eux, et les considérants du texte ne leur conviennent pas en réalité. Donc, on ne va pas les chercher. Par contre, on fait ce qu'on pense juste de faire, c'est-à-dire que là, il faut faire tomber le gouvernement. C'est une motion qui a été d'ailleurs conduite par l'IOT, Liberté, Indépendance, Outre-mer et Territoire, qui regroupe des élus venant de la droite, venant du centre, de la gauche. Enfin, voilà, on ne regarde pas forcément le programme des uns et des autres. C'est un problème dans notre Constitution. Moi, je suis plutôt favorable à la motion de censure constructive, comme ça se passe en Allemagne, c'est-à-dire qu'on fait tomber le gouvernement quand on a un gouvernement alternatif. Sauf que là, on a un président de la République qui est irresponsable au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'il prend des positions et il n'a pas de contre-pouvoir. L'Assemblée nationale ne peut pas faire tomber le président de la République. Et le président de la République a décidé de faire le 49.3 alors que tout le monde lui disait de ne pas le faire, y compris dans sa majorité. Il y a pour moi un acte d'une très grande brutalité et on ne peut pas laisser ça sans réagir. Et donc pour moi la solution la plus simple, c'est de faire tomber le gouvernement pour envoyer le signal au président de la République qu'on ne peut pas gouverner de cette façon-là. Alors on y reviendra sur le 49.3. Pour finir sur le Rassemblement national, qui a fait son entrée en force en juin dernier à l'Assemblée avec pratiquement 90 députés. Ça pose problème à certains au sein de la NUPES. Il y en a qui ne sont pas cachés, qui ne saluaient pas, par exemple, les députés du RN quand ils les croisaient dans l'hémicycle. Quelle est votre position, vous, Jérémy Yordanov ? Je n'ai pas d'échange avec eux. Mais si vous les croisez par hasard, parce que c'est un amphi de fac presque, l'Assemblée. Non, mais on ne se croise pas beaucoup en réalité à l'Assemblée. Enfin, moi, je n'ai pas d'élément d'espace où je les croise. En commission, on ne s'assoit pas au même endroit, donc on se parle pas tellement. Après, on est des êtres humains, on se dit bonjour. Enfin, je suis poli, courtois. Le problème, il est sur le fond politique. Ce n'est pas une question de personne. Bon, en tout cas, le RN fait aujourd'hui partie du jeu politique et j'ai envie de dire, et même au centre du jeu ces derniers mois. Marine Le Pen est en tête des sondages pour la prochaine élection présidentielle. Elle était en Isère il y a quelques jours, samedi, sur la foire de Beaucroissant. Elle est venue s'offrir un bain de foule qui était loin de ressembler à ce que connaissent les ministres macronistes en ce moment quand ils se déplacent. On voit d'ailleurs derrière elle Alexis Joly, qui est votre collègue député de l'Isère, un petit peu plus au nord que votre circonscription. Aujourd'hui, Marine Le Pen président, c'est plus du tout une vue de l'esprit, c'est une réalité qui pourrait bien se concrétiser dans 4 ans. C'est une possibilité. Je crois en réalité que c'était déjà une possibilité la dernière fois. Ça l'est d'autant plus que le Front républicain est tombé et je le regrette profondément. Et je pense qu'Emmanuel Macron a une grande part de responsabilité dans ce fait-là. Parce que la France insoumise n'a pas non plus été très, très moteur sur ce Front républicain aux dernières présidentielles. Je pense qu'alors, la séquence que vous venez de montrer doit nous alerter sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, le danger en France, c'est que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Le reste, c'est des aléas de la vie, c'est rien. Si demain, Marine Le Pen arrive au pouvoir, la France qu'on connaît aujourd'hui, les libertés publiques, etc., ça n'aura rien à voir. Et avec les outils de la Ve République, de la Constitution comme elle est aujourd'hui, elle a un pouvoir qui est extraordinaire. Et donc il ne faut pas... voilà, le fait principal, c'est ça. Emmanuel Macron, pourquoi je dis qu'il a une responsabilité ? Moi, j'ai appelé à voter pour lui au soir du premier tour de la présidentielle, parce que je considérais que face au Rassemblement national, qui menace l'état de droit, qui menace les libertés publiques, qui a une vision conflictuelle de la société, qui n'aime pas les étrangers, qui n'aime pas les autres, etc., je pense qu'on a un devoir de préserver ce qui fait la République française, les valeurs humanistes, etc. Et pendant la campagne législative, Emmanuel Macron a tapé sur la gauche. Et ça n'est pas responsable. Et ensuite, à l'Assemblée nationale, je suis désolé, il manque de clarté. Les élus de la majorité manquent parfois de clarté avec le Rassemblement national. Il y a eu récemment un amendement qui a été co-signé par un groupe de la majorité avec le Rassemblement national. Il faut faire attention, ça n'est pas possible. On ne peut pas dire que le Rassemblement national est un parti comme les autres. Ou alors on assume, et à ce moment-là, il n'y a plus de barrage républicain, mais il ne faudra pas demander aux électeurs la prochaine fois de faire barrage. Et donc, effectivement, Marine Le Pen a un risque. Elle, dans un 2e tour aujourd'hui, je ne sais pas si elle va gagner, mais elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour aujourd'hui, elle a un risque. Elle a, dans un 2e tour
ça va être plus compliqué de demander le barrage, puisqu'en face, quand vous êtes élu sur un barrage, vous ne le respectez pas, ce mandat-là. Et sur la question des retraites, on voit aussi qu'elle monte beaucoup depuis la séquence des retraites, mais qu'est-ce que ça montre? Emmanuel Macron, il est élu au 2e tour face au Rassemblement national. Il n'a pas de majorité sur son programme. Il a été élu, il a sa légitimité, il est président de la République, très bien. Derrière, il y a les élections législatives. C'est pas rien, les élections législatives. C'est le bras armé. C'est pas le bras armé, c'est l'expression de la volonté générale, c'est l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc le gouvernement qui doit gouverner, il doit avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et Emmanuel Macron n'a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale. C'est un fait politique majeur. C'est la première fois dans la Ve République qu'après une élection présidentielle, juste après la présidentielle, on lui refuse une majorité. Le gouvernement Borne a refusé d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, contrairement à ce que l'y engage l'article 49-1. L'alinéa 1 de l'article 49, pardon. Et ça veut dire qu'il n'a pas de majorité sur son programme. Ça veut dire que sur la question des retraites, il n'a pas de majorité. Donc, il gouverne sans majorité, il passe en force. Voilà. Après, on ne pourra pas se plaindre, si vous voulez. Enfin, ce n'est pas son mandat. Voilà. Le mandat qu'il a reçu, à mon avis, c'est de faire barrage à l'extrême droite, de garantir les institutions, d'être un arbitre, d'être en dessus de la mêlée, d'être quelqu'un qui rassemble les Français, qui est garant des institutions, des traités internationaux. Enfin, c'est l'article 5 de la Constitution, c'est pas très compliqué, c'est en ligne. Il relie l'article 5 et moi, ça me va très bien. Et il laisse le gouvernement gouverner, il demande au Premier ministre d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale et tout ira bien. Alors, il n'y a effectivement pas de majorité absolue, mais il a des outils qui lui permettent quand même de réformer le pays. C'est le fameux 49.3 dont vous avez parlé. Vous avez d'ailleurs déposé une pétition pour supprimer ce 49.3 qui fait partie de la Constitution, qui est aujourd'hui un outil qui peut être décrié, mais qui existe et qui est légal, qui n'est pas sorti du chapeau. C'est tout à fait légal. Alors, j'ai d'abord déposé une proposition de loi pour le supprimer et obliger, ça c'est l'article 49 alinéa 1, obliger le Premier ministre à engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Et j'ai lancé une pétition en même temps qui a recueilli en 2 semaines 200 000 signataires. Et puis surtout, on voit dans les manifestations aujourd'hui, ce débat de la Constitution, il est sorti du débat des constitutionnalistes. Tout le monde s'en est emparé. Je pense qu'il faut mesurer ça, c'est quand même une première. Ça fait longtemps qu'on dit que la Ve République est déséquilibrée, qu'il y a trop de pouvoir pour l'exécutif, que ça va pas. Là, je pense que ce débat-là, il est sorti d'un petit cercle, tout le monde s'en empare. C'est très bien. Maintenant, il faut vraiment agir pour que ça ne reste pas comme ça. C'est-à-dire que si on reste avec un pouvoir exécutif qui est très fort, qui peut passer en force par-dessus l'Assemblée nationale, par-dessus la majorité de l'Assemblée nationale, c'est quand même extraordinaire. C'est un seul pays en Europe qui est comme ça. Et si on ne prend pas en compte ce qui se passe dans la rue, eh bien, je pense qu'on va vers un pouvoir autoritaire. C'est pas ce que je souhaite. Et je pense qu'il faut réformer les institutions d'urgence. Alors c'est un point commun que vous avez avec Emmanuel Macron, puisque c'est un des dossiers qu'il a mis sur la table ces derniers jours. Alors vous n'avez peut-être pas forcément, par contre, les mêmes options que lui sur cette réforme. Sur quel point, par exemple, vous aimeriez voir évoluer ces institutions? Alors, sur la proportionnelle, par exemple, il est favorable à une dose de proportionnelle. Moi, je suis favorable à une proportionnelle intégrale. Une dose de proportionnelle, ça ne résout pas le problème du scrutin majoritaire à 2 tours. Et aujourd'hui, on voit la difficulté. Il y a des groupes qui sont surreprésentés. On n'a pas une logique de coalition après l'élection et ça crée des blocages. Il y a beaucoup de Français qui ne se sentent pas représentés et donc qui ne vont plus aux urnes. Je pense que l'abstention, c'est un des effets du scrutin majoritaire à 2 tours. Et donc il faut y aller franchement. Et l'autre avantage d'un scrutin proportionnel intégral, c'est d'avoir la parité à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas un petit sujet. Mais la dernière fois que la proportionnelle a été appliquée pour les élections législatives, c'est la première fois que l'extrême droite est rentrée en force au Parlement, c'était dans les années 80. Là, il y aurait sûrement les mêmes conséquences. Ça deviendrait peut-être le premier groupe. C'est un peu pas paradoxal avec le fait que la priorité, c'est de lutter contre eux. Est-ce que vous pensez que le scrutin majoritaire à 2 tours, aujourd'hui, empêche Marine Le Pen, si elle est élue présidente de la République, d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale? Moi, je ne le crois pas un instant.
Je pense que si elle est élue présidente de la République, elle a une majorité à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc proportionnel intégral, ce qui ne résout pas non plus la gouvernance, je ne sais pas si le terme est bon, parce qu'aujourd'hui, avec une majorité relative, on se rend compte que c'est très compliqué de gouverner, qu'il y a encore des outils aussi comme le 49.3, mais si on n'a plus de 49.3 et plus de majorité évidente, comment on fait avancer le Alors une majorité, Parlement ? Ça se construit. Oui, mais ce n'est pas toujours évident. On le voit dans des pays comme l'Italie, qui en permanence remodèlent ses alliances. Ce n'est pas toujours évident, et il y a des outils de parlementarisme rationalisé pour limiter, si vous voulez, le fait que les gouvernements changent trop souvent. C'est le cas avec la motion de censure constructive en Allemagne, par exemple. L'Allemagne, c'est un système parlementariste, il n'y a pas d'instabilité ministérielle. Voilà, et je préférerais qu'on prenne plus souvent l'Allemagne en exemple sur cette question-là que l'Italie ou que la 4e République. Voilà. Donc je pense qu'il faut un régime parlementaire. Il faut que le Premier ministre soit responsable devant l'Assemblée nationale. Il faut que le président de la République, il soit... moi, je ne suis pas très président de la République, mais s'il y en a un, je pense qu'il faut qu'il soit garant des institutions et de la politique étrangère de la France, de l'armée éventuellement. Pas plus. Mais pas plus, qui ne se mêle pas de la politique intérieure. Ça doit être le garant de l'unité de la nation. Il y a une autre réforme que je voudrais porter, c'est la déconnexion du scrutin législatif et présidentiel. Si les députés doivent leur mandat au président de la République, une fois qu'ils sont élus, ils sont à la botte du pouvoir exécutif. Et ils ne sont pas capables de jouer leur rôle de contrôle du gouvernement, de législateur, tout simplement. Et donc il faut une période de 2 ans, ou 2 ans et demi. Moi, je pense qu'à mi-mandat, il faut qu'il y ait les élections législatives et les élections présidentielles. C'est ce qui existait avant, avec le septennat et le quinquennat législatif. Mécaniquement, on avait un décalage. Il faut retrouver une méctique où il y a un décalage entre les 2 scrutins. Mais on avait à chaque fois une cohabitation qui n'était pas non plus... Alors, on n'avait pas à chaque fois une cohabitation, et les cohabitations sont plutôt bien passées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une cohabitation, c'est la seule manière de limiter le pouvoir d'Emmanuel Macron, qui est en roue libre, et il n'y a personne qui est capable de l'arrêter. Donc je pense que de séparer, si vous voulez, la majorité de l'Assemblée nationale et le rôle du chef de l'État, c'est plutôt sain dans une démocratie qui va bien. Le cumul des mandats fait aussi partie de la réflexion du gouvernement sur cette réforme des institutions. Alors aujourd'hui, il est limité. L'idée, la tendance en tout cas, est plutôt de l'assouplir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas favorable au cumul des mandats pour une question de temps, pour une question de clarté. Je pense qu'aujourd'hui, la vie politique s'est accélérée. On a énormément de responsabilités. Quand on est élu à l'Assemblée nationale, on travaille énormément. On se lève très tôt, on se couche très tard, on est dans le train 2 fois par semaine. Moi, je passe du lundi au jeudi soir, je suis à Paris. Des fois, je reste le vendredi. Je suis le week-end en circonscription, je fais des déplacements, etc. Je ne vois pas à quel endroit de mon agenda je pourrais mettre un mandat local. Donc, ne serait-ce que pour cette question-là, voilà. Et puis pour la clarté des choses, je pense que chacun doit assumer ses fonctions. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense que le problème aujourd'hui des institutions, il n'est pas du tout là. Il est vraiment au niveau national sur l'équilibre entre l'exécutif et le législatif. Il est sur l'indépendance du parquet. Il faut vraiment qu'on arrive à faire cette réforme-là. La justice, c'est aujourd'hui le principal contre-pouvoir en France, puisque le pouvoir législatif est tellement faible, tellement amoindri, qu'aujourd'hui, c'est la justice qui bloque les décisions de l'exécutif quand elles ne vont pas. Donc je pense que l'indépendance du parquet, c'est quelque chose de fondamental. Après, au niveau des élections locales, moi je vois une thématique quand même importante, c'est les intercommunalités. Ce sont aujourd'hui des échelons qui prennent de plus en plus de compétences. Et donc je pense qu'il faudrait une élection directe sur cet échelon-là. On élirait le maire de la métropole en votant pour différentes candidatures. Comme ça se fait à Lyon. Comme on le fait pour effectivement Lyon, ou comme on le fait pour les communes. La cohabitation est compliquée aussi dans les métropoles. On le voit à Grenoble. Il y a un groupe majoritaire très large, mais pour autant, il y a beaucoup de projets, de freins qui sont générés par on va dire une cohabitation compliquée entre d'un côté les écologistes et puis de l'autre côté le reste de la gauche. Je crois que c'est aussi lié au fait qu'il y a des compétences qui ont été transférées d'un échelon à l'autre assez récemment. Donc en fait, si les choses sont claires, que les règles du jeu sont claires et que chacun est élu sur un programme et qui déroule derrière son programme, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Voilà.
Mais dans votre système, on serait d'abord élu d'une commune et ensuite on se présenterait en tant que maire à la présidence de la métropole. Non, vous avez une liste, 2 scrutins séparés. Vous avez une liste pour la métropole avec un projet métropolitain sur les compétences métropolitaines et une liste sur la ville avec les compétences communales. Mais on pourrait avoir éventuellement un élu qui devient président de la métropole alors qu'il n'est pas élu de sa commune. Moi, je ne suis pas favorable au cumul des mandats. Je pense que ce n'est pas une difficulté. On est élu pour faire un projet. Et donc, on doit rendre compte à ses électeurs du projet pour lequel on est élu. Donc, je pense que ça complique plutôt les choses si on est élu sur 2 projets différents, sur 2 échelons différents. Bon, cette réforme des institutions, même si on commence à en parler, de toute façon, elle n'est pas pour tout de suite. Je ne sais pas si elle verra le jour avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Et même si elle voit le jour, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans l'axe que vous avez développé sur ce plateau. Donc, il reste, en attendant 4 ans, à faire pour Emmanuel Macron en tant que président de la République avec le système en place. Vous les sentez comment ces 4 années à venir? Mal. Mal. Déjà au départ, quand on est arrivé, on sentait qu'il y avait un peu de flottement. On ne savait pas où voulait aller le président de la République. On ne savait pas si son gouvernement allait chercher à élargir la coalition, sur quel texte ils allaient, etc. C'était le flou général au mois de juillet. Ils ont fait n'importe quoi sur la séquence des retraites. En dehors du fond, sur la méthode, ils ont fait n'importe quoi. Ils sont allés dealer des choses avec une partie de la droite à l'Assemblée, sans respecter derrière les deals, etc. Bon. Je pense qu'ils ne savent pas où ils vont. La différence avec le mois de juillet, c'est que plus personne ne leur fait confiance. C'est grotesque. Un président de la République qui ne peut pas se déplacer sans qu'il y ait des concerts de casseroles, une première ministre qui fait un discours de politique générale alors que ce n'est pas un discours de politique générale qu'on lui demande et qu'en fait elle redit simplement ce qu'elle avait déjà dit. On ne sait pas vers où ça va. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas une vision pour la France. Ils ne prennent pas acte de ce qui s'est passé sur la dernière séquence. Normalement, quand on rate une séquence politique, on en tire toutes les conséquences. La première chose qu'aurait dû faire Emmanuel Macron, c'est changer de gouvernement. J'ai rien contre Madame Borne à titre personnel, mais on prend ses responsabilités. C'est un échec, cette séquence des retraites. La loi, elle est passée à 9 voix. Enfin, la motion de censure n'est pas passée à 9 voix. La loi, elle est dans les textes. Mais enfin, elle a tous les corps intermédiaires, tous les partis politiques contre elle, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. C'est des manifestations monstres qui durent. De ne pas voir ça, ça me paraît correspondre à rien, ni dans la Ve République. Le général de Gaulle aurait tiré des conclusions bien plus tôt de cet échec de cette méthode-là. Et en fait, cette méthode, elle ne peut pas marcher. Parce que la Ve République, c'est quelque chose qui est fait pour gouverner avec des majorités. Et les bêtements n'ont pas de majorité. Et la seule chose qui peut aller par-dessus cette majorité, c'est l'histoire du 49-3, avec une légitimité très forte du président de la République, qui peut se dire, moi j'ai été élu sur mon programme, etc., j'ai une majorité dans l'opinion, je passe en force par-dessus le Parlement. Mais en fait, Emmanuel Macron n'a pas cette légitimité. Les Français ne lui accordent pas cette confiance-là. Donc il fait quelque chose qui ne correspond pas à la volonté du peuple. Ça ne peut pas fonctionner. Il va y avoir un problème à un moment donné. Et donc on ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Donc moi je pense que le gouvernement doit tomber. Soit on retourne sur des élections générales, des élections législatives et il y a une majorité qui se dégage, mais ce n'est pas celle du président de la République, pas sur son programme à lui. Ou alors il y a une autre coalition qui se forme au sein de l'Assemblée nationale sur un nouveau programme. On prend le temps, il faut prendre le temps de faire un programme de coalition. Mais là, sans programme, sans majorité, sans légitimité de l'exécutif, on ne peut pas tenir 4 ans. Et vous seriez capable de faire un programme de coalition avec les Républicains? Parce que de toute façon, il faut aller chercher large pour avoir une majorité absolue aujourd'hui. Je ne pense pas. Alors avec qui? Je ne pense pas. Il faut mettre les idées sur la table, regarder qui est d'accord, il faut regarder les choses. Mais aujourd'hui, la préoccupation des Français... Oui, mais on connaît les équilibres à l'Assemblée. Donc, si ce n'est pas avec les Républicains et pas avec le RN, il n'y a plus beaucoup d'alternatives. La seule chose dont moi je suis certain, c'est que ça ne peut pas être sur la ligne politique d'Emmanuel Macron. Ça, c'est sûr. Donc, il reste que la NUPES. Je pense qu'il y a d'autres...
Il y a d'autres configurations possibles. Là, c'est de la politique fiction, mais on pourrait très bien se dire, on fait un gouvernement de transition pour 3 mois avec 3 trucs, la réforme des institutions, un truc sur l'inflation, une mesure sur le climat, et puis après, on fait des élections générales. En fait, à un moment donné, si on est dans une crise longue, il faut retourner au vote. Il n'y a pas tellement d'alternatives. L'autre alternative, c'est de trouver une coalition large. Aujourd'hui, la coalition large qui pourrait exister plus facilement, qu'on peut plus percevoir, c'est la droite et Renaissance. Bon, j'ai l'impression que de toute façon, ils n'arrivent pas à s'entendre non plus. Donc, je ne sais pas. Vous évoquiez les concerts de casseroles, en l'occurrence Grenoble et pas en reste sur ces manifestations. Il y en a une lundi soir, place Notre-Dame, donc en plein cœur de Grenoble. C'était l'anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidentielle. C'est son premier anniversaire. Des images qui ont fait le tour des médias nationaux, puisque les manifestants avaient choisi de représenter l'effigie d'Emmanuel Macron sur ce mannequin qui a ensuite été incendié devant la cathédrale de Grenoble. On voit le Christ est ressuscité derrière. Bon, ça n'avait pas forcément de lien, mais c'est une image forte, symbolique. Elle vous a choqué, cette image, Jérémy Yordanov? Ça n'est pas à mon goût. Je ne sais pas si ça me choque. Je pense que ça ne résout rien. Je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention aux symboles. Les symboles ont un sens. Moi, je n'irai pas là-dessus parce que je pense qu'il ne faut pas s'attaquer aux personnes. Il faut s'attaquer à la politique de manière générale, au fond du problème. Et le fond du problème aujourd'hui, c'est le programme. C'est le programme qui est mis en œuvre et les institutions qui permettent à un homme seul de passer en force. Mais ceci étant dit, ça montre quelque chose. Ça montre qu'aujourd'hui, si les gens se tournent avec tellement de violence contre le chef de l'État, c'est parce qu'il a endossé un rôle qui n'était pas le sien, parce qu'il est passé en force et que les gens ont cette impression de ne plus savoir quoi faire. Quand on sort les casseroles et quand on vient à faire ça, c'est qu'on ne sait plus quoi faire. Les gens ont manifesté 10 fois, 11 fois, 12 fois. Ils ont fait grève pendant des jours et des jours. Ils ont perdu du salaire. Les syndicats ne sont même pas reçus. Ils ne sont pas entendus. Aujourd'hui, on leur tend la main, les syndicats. Tend la main? Non, on ne leur tend pas la main. On leur propose de se remettre autour d'une table. Oui, pour faire 2 photos en disant on a discuté avec eux. Mais quand pendant des semaines, on ne leur parle pas, quand on fait le 49.3 à l'Assemblée, quand on sait qu'il n'y a pas de majorité pour le texte, voilà. Moi, je mène aussi une mission d'information sur l'activisme violent à l'Assemblée nationale avec un député Renaissance, Eric Pouliat, et on fait des auditions de constitutionnalistes, d'historiens, de sociologues, de personnes qui travaillent dans les ministères, etc. Et voilà, on voit qu'il n'y a pas forcément une recrudescence de la violence par rapport d'un point de vue historique, si vous voulez, mais qu'elle s'exprime quand il y a un blocage, quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans le pays. Et je crois qu'il faut prendre cette température-là, cette mesure-là. Voilà, je m'arrête là, si vous avez d'autres questions. Il y a un rapport qui sera rendu, je crois, cet été sur cette commission d'enquête. Au plus tôt. Bon, non, je ne sais pas. Au plus tôt, on termine les auditions tranquillement et puis on rendra là. Pour revenir sur le cas de Grenoble, le procureur a ouvert une enquête. C'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende, le tarif maximal pour ce type d'infraction. Est-ce qu'il faut que, selon vous, les responsables soient condamnés? Parce que là, ils sont à visage découvert, ils ne sauront pas trop de mal à les identifier. Écoutez, ça c'est au juge de décider. Très sincèrement, je ne vais pas prendre la place du juge. Moi, je ne demande pas des exemples sur ces questions-là. C'est aussi voilà, je voulais venir là-dessus. C'est aussi quelque chose qu'on voit dans ma mission d'information, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'élus de Renaissance aujourd'hui qui attaquent les élus de la France insoumise ou des représentants politiques parce qu'ils auraient des comportements un peu excessifs, des expressions un peu virulentes, violentes, qui dépassent un peu le cadre courtois, habituel. On voit qu'il n'y a pas de lien, si vous voulez, entre la violence symbolique et la violence physique. Ça, c'est le premier point. Il n'y a aucun lien dans les faits de violence. Il faut aussi comprendre que les gens ont besoin de se sentir représentés.
Et donc cette colère-là qui s'exprime dans la rue, c'est aussi normal qu'elle soit portée par des élus de la République. C'est normal qu'il y ait des élus de la République qui aillent dans les manifestations. C'est normal qu'il y ait des élus de la République qui aient des revendications un petit peu fortes. Moi, quand j'ai des revendications fortes sur les institutions, ce n'est pas parce que je suis contre la République. C'est parce que si ces revendications-là ne sont pas portées dans le cadre républicain, alors il n'y aura plus d'autres voies que le dialogue et donc il y aura de la violence. Je pense que l'ensemble des expressions doit avoir lieu dans les institutions et y compris les expressions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et donc je demande aux élus de la majorité d'entendre ça, de comprendre que le débat, il peut être virulent. Il ne faut pas avoir peur de quelques débordements langagiers. Ce n'est pas mes habitudes à moi. Et il faut s'attacher au fond. Pourquoi les gens font ça? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la température de la société française aujourd'hui? Et si on refuse de voir ça et qu'on se borne à condamner des débordements, on ne va pas résoudre le problème. Évidemment, je condamne toutes les violences, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Si votre parti, en tout cas votre famille politique arrivait au pouvoir en 2027, vous reviendriez forcément sur cette retraite à 64 ans, vous ramèneriez le curseur à 62, ou voire à 60, hein, comme le demande une partie de la NUPES, la France Insoumise notamment? Absolument, on reviendrait sur les 64 ans, et j'espère qu'on y reviendra avant 2027. Il y a une journée d'initiative parlementaire du groupe Lyot, je crois que c'est le 6 juin. Ils ont déposé un texte de loi pour revenir sur les 64 ans. Je l'ai co-signé, je le voterai. Ce qu'a fait la loi peut le défaire. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur cette réforme des retraites. Donc je pense qu'une loi doit défaire cette réforme des retraites. On verra si effectivement les 9 voix qui manquaient pour la motion de censure se trouveront du côté des LR, puisque c'est là où il faudra aller les chercher pour faire passer ce texte qui ferait, à mon avis, couler encore beaucoup d'encre en juin. Pour parler un instant de la NUPES, donc c'est un regroupement des forces de gauche qui est assez récent, qui a moins d'un an. Vous avez participé, vous, aux négociations de cet accord en tant que membre en tant que secrétaire national adjoint, effectivement, j'ai participé aux négociations. Ce sont des négociations très dures, très tendues, très compliquées, qui étaient le jour, la nuit, avec des portes qui claquent, voilà, des discussions sur le fond. C'était un moment assez passionnant de négociation. Qu'est-ce que vous pensez du résultat et de sa mise en application aussi? Le résultat, si vous voulez, il est bon dans le sens où on a eu quand même 151 députés qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu cet accord. Et puis, il est bon parce qu'on a porté un espoir à gauche dans le pays. Là où il est mauvais, c'est qu'on a échoué à avoir une majorité absolue. Donc la question qui se pose à nous, c'est comment en 2027, on a une majorité absolue dans le pays. Voilà. Aujourd'hui, la France Insoumise a pris un peu le leadership quand même sur la NUPES. On fait souvent l'amalgame d'ailleurs entre les deux. Il y a eu cette stratégie d'opposition, hein, d'obstruction, on peut dire, pendant le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Les 15 jours qui étaient consacrés, certes, ce n'était pas énorme, mais avec les dizaines de milliers d'amendements déposés par la France Insoumise, il n'y a pas eu de débat. Vous étiez en phase avec cette stratégie ? Non, je n'étais pas en phase avec cette stratégie. Ça a beaucoup discuté entre les différents groupes politiques. Ce n'est pas le meilleur moment de la vie interne de la NUPES. Mais ceci dit, la NUPES, elle fonctionne, elle existe. Moi, je le vois sur ma circonscription. J'ai un comité de circonscription où les militants restent ensemble. On discute ensemble aussi au sein de la commission des lois sur les textes et ça. On n'est pas toujours d'accord. On n'a pas toujours les mêmes votes sur les positions. Je veux revenir sur ce que vous disiez au départ, c'est la France Insoumise qui a pris le leadership. La réalité, c'est qu'ils ont quand même plié le match à l'élection présidentielle. Et donc, en fait... Ils étaient en tête et c'est eux qui ont le plus de députés. Quand vous avez les aussi. législatives juste derrière, il faut bien prendre en compte le résultat de la présidentielle. Voilà. Donc, on en est là. Maintenant, ils ne sont pas tout seuls. Ils sont pas... c'est assez équilibré en réalité, entre la France Insoumise et l'ensemble des autres groupes de la NUPES à l'Assemblée nationale. Donc voilà, je pense que si... chacun se respecte, les choses peuvent continuer. On a une petite difficulté sur les européennes, je ne vous le cache pas. Est-ce que là, aujourd'hui, tout le monde risque de partir ou va partir séparé, alors que vous venez de me dire que l'Union a fait la force pour les législatives? C'est un peu paradoxal. Oui, alors, ce qui est compliqué dans la vie politique française, c'est qu'à chaque élection, le scrutin change.
ce qui est quand même aussi une particularité. Et que quand on a un scrutin proportionnel, on fait des coalitions après le vote. Quand on a un scrutin majoritaire, si on veut être élu, on fait la coalition avant le vote. En réalité, regardez Emmanuel Macron, il a fait une coalition. Ensemble, c'est une coalition avec Horizon, le Modem, Renaissance. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup de difficultés entre eux. Alors, ça se voit peut-être un peu moins, on va moins les chercher là-dessus, mais les coalitions sont compliquées à faire vivre. On les fait avant dans un scrutin majoritaire, on les fait après dans un scrutin proportionnel. Voilà. Et en fait, la question de l'Union européenne, c'est qu'aussi nous, on a une tradition, si vous voulez, d'avoir un parti vert européen. On a des listes écolos dans tous les pays. On a un groupe vert qui est transfrontalier. On a un projet politique pour l'Europe qui est, à l'échelle de l'Union européenne. Donc nous, on s'inscrit dans ce cadre-là. Et c'est quelque chose qu'on avait mis sur la table en fait, au moment de l'accord. Déjà, la France Insoumise nous disait oui, mais si vous faites avec nous maintenant, il faudra rester dans une forme de cohérence, il faudra faire toutes les élections ensemble. Et nous, on leur avait dit non. On veut bien, on est moteur sur l'accord pour les législatives. Sur les européennes, on partira sur notre programme. Ce sera l'occasion de compter les forces de gauche, ce scrutin ? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la clarté. Ce sera peut-être quand même un peu le... Chacun comptera, chacun fait les comptes, mais le sujet, c'est de présenter un programme qui est clair et ensuite de pouvoir voter, faire des choses en fonction de ce qu'on a dit. Vous savez qui va incarner cette candidature pour Europe Écologie Les Verts ? Il y a plusieurs candidats. On a parlé d'Éric Piolle un temps. Je ne sais pas s'il est toujours dans la course. Il y a plusieurs candidats. Écoutez, il y aura des votes, je crois, à l'automne. Je crois pas. Il n'y a pas eu d'appel à candidature sur les têtes de liste pour l'instant. Et je crois qu'il y a un appel à candidature où ça va être fait avant l'été sur les premiers de liste. Et je pense que la tête de liste sera tranchée plutôt à l'automne. Bon, un dernier petit mot sur la NUPES, parce que ça fait beaucoup jaser aussi au sein de l'Alliance. C'était le retour il y a quelques semaines d'Aurélien Quatennens au sein de la NUPES, le député qui avait été mis à l'écart après avoir été condamné pour violence conjugale, est revenu à l'Assemblée nationale en janvier. Il a réintégré la NUPES. Il y avait des pour, des contre, même au sein de LFI. Vous, ça vous a choqué, ce retour en grâce d'Adrien Quatennens ? Je ne suis pas très à l'aise avec ça, effectivement. Je pense qu'il aurait pu éviter de revenir tout de suite. Je pense que c'est une responsabilité de la France Insoumise. Ils auraient pu éviter de le réintégrer, parce que c'était plutôt la France Insoumise qui était à la manœuvre. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont été mal faites au départ de la séquence également. Voilà. Et pour finir, sur le volet national, dernière petite question. Julien Bayou, dont vous étiez l'adjoint, a lui aussi dû se mettre en retrait quelques mois de son mandat de député pour des affaires similaires. Il a été blanchi, Julien Bayou. Il est revenu à l'Assemblée nationale. Est-ce que quand il croise Sandrine Rousseau, qui avait été à l'initiative de cette mise à l'index de l'ancien patron des Verts, ils se disent bonjour, ils sont courtois, ils ont rabibocher leurs différends, comment ça se passe ? Vous leur poserez la question. Vous êtes un petit groupe, vous êtes une vingtaine. Non, mais les réunions de groupe se passent très bien. Non, mais très honnêtement, les réunions de groupe se passent bien. On travaille dans une bonne ambiance. Il n'y a pas de difficulté. Bon, voilà. Les deux cohabitent sans problème. Je vous dis, il n'y a pas de difficulté sur le travail. Après, ils partent pas en vacances ensemble. Bon, vous l'avez dit, un député doit siéger à Paris, mais aussi être présent dans sa circonscription. Donc on fait souvent le début de semaine sur le national et puis on revient pour le week-end sur son territoire. Il y a quelques jours, sur votre circonscription, à Crolles, une manifestation s'est tenue pour protester contre l'extension des entreprises de microélectronique, ST et Soitec en l'occurrence, accusées selon les manifestants de gaspiller trop d'eau. Les deux entreprises sont en train justement d'accroître leur capacité de production, donc mécaniquement leur besoin en eau. Vous n'étiez pas, vous, sur cette manifestation, Jérémy Jordanov ? Non, je n'y étais pas. J'ai suivi ça de près néanmoins. La question de l'eau, aujourd'hui, elle est fondamentale. On l'a vu avec la sécheresse l'année passée, et on sait que la sécheresse revient. Et donc, on ne peut pas évacuer cette question en disant... voilà, c'est des petits enjeux. Il faut comprendre que ça déchaîne des passions, parce qu'en fait, ça va être une ressource vitale. Et ça l'est déjà en réalité. Et donc, il y a beaucoup de conflits
sur l'usage de l'eau qui vont arriver très vite, qui sont déjà là. Et donc il faut être très attentif à cette question et je pense que pour y répondre, il faut mettre des cadres de discussion, il faut mettre de la transparence, il faut mettre l'ensemble des enjeux et des acteurs autour de la table. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre ce problème. Parce que quand il y a des restrictions, si vous voulez, dans le Grésivaudan, par exemple, qu'on enlève de l'eau aux agriculteurs, on leur dit de ne plus arroser leur culture et qu'à côté, l'industrie n'a pas de restrictions, ça crée une incompréhension. Demain, peut-être qu'il faudra faire des arbitrages entre l'usage domestique de l'eau et l'industrie. On va faire quoi? Comment on va le faire? Dans quel cadre? Voilà. Donc c'est tous ces enjeux qu'il faut mettre sur la table. Alors, c'est des enjeux effectivement qui préoccupent notamment les élus écologistes. Moi, j'ai été surpris de voir aucun représentant du parti sur cette manifestation. Éric Piolle non plus, même si ce n'est pas son territoire. Non, mais en fait, il y avait des militants qui étaient présents. Il n'y a pas de problème, si vous voulez, sur le fond. Il y a des petits ajustements. Nous, on considère, si vous voulez, qu'il faut réindustrialiser l'Europe. La question de la souveraineté industrielle de l'Europe, elle se pose. Alors on ne peut pas évacuer ce problème. De ST Quand on est écologiste, on regarde l'impact sur l'ensemble de la planète. Et en fait, de dire on va produire les puces à Taïwan ou je ne sais pas où, dans des conditions inacceptables, mais chez nous, il n'y a rien, c'est pas propre, c'est pas plus propre. Voilà. Donc il faut imposer des conditions, il faut accepter qu'il y ait de l'industrie, y compris de l'industrie qui impacte l'environnement, qui soit sur notre territoire, mais il faut demander des conditions drastiques pour contrôler les pollutions qui sortent. Sur la quantité d'eau, il faut demander à ST des efforts beaucoup plus hauts que ce qui sont actuellement. Voilà. Et sur la consommation des puces, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers la sobriété, vers... si vous voulez, interdire l'obsolescence programmée, avoir des objets qui restent plus longtemps. Il faut produire moins de puces, mais il faut produire moins de tout en réalité. Mais il ne faut pas dire on va arrêter de produire, ou alors on ne voit pas le problème et on laisse les Chinois s'occuper de ça. Alors la semaine dernière, à votre place, on recevait notre... élue du territoire. Alors, elle n'est plus élue, mais elle a été députée, comme vous, d'ailleurs, de la circonscription frontalière, hein, puisque si ST Microelectronics est sur votre circonscription, Soitec, qui à quelques centaines de mètres, fait partie de la première circonscription de l'Isère et qui était pendant 10 ans détenue par Geneviève Fioraso, donc ancienne élue socialiste, ancienne ministre également de l'enseignement supérieur et de la recherche. On lui a demandé, c'est le jeu de cette émission, de vous poser une question. On l'écoute. Bonjour, d'abord, on ne se connaît pas, mais... j'ai pris connaissance de votre élection. La question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Au-delà des actions qui ont été engagées déjà il y a une quinzaine d'années, donc avant que vous n'accédiez aux responsabilités et avant que un certain nombre de communes accèdent aux responsabilités de gens issus du parti auquel vous appartenez, il y avait eu des initiatives comme Murmure, justement, pour la rénovation thermique des bâtiments, portée par la métropole. Hein. J'étais première vice-présidente à l'époque. Il y avait eu le métro vélo. Enfin, il y avait un certain nombre d'initiatives. Au-delà de ces initiatives, quelles initiatives au niveau local et national, puisque vous êtes un élu national, proposeriez-vous pour s'adapter au changement climatique qui, quels que soient les efforts qu'on fasse pour le réduire, de toute façon, selon le rapport, les conclusions du rapport du GIEC, aura bien lieu. Donc, quelles sont vos propositions concrètes, pas dogmatiques, concrètes, avec un impact réel sur les citoyens et qui ne pèsent pas sur les citoyens qui sont aujourd'hui les plus modestes et les plus en précarité? Voilà, elle a posé le cadre de sa question, Geneviève Fioraso. Jérémy Durand, vous avez vu la question, vous avez eu le temps de la travailler puisqu'elle était diffusée dans l'émission de la semaine dernière. Des réponses, il y en a malheureusement énormément de choses qu'il faudrait faire. Je voudrais prendre 2 exemples. Parce qu'on les a mis sur la table au moment du vote du budget. C'est les transports, c'est la question du ferroviaire. Il faut relancer absolument le ferroviaire en France. On a eu un vote favorable de l'Assemblée nationale sur un budget de 3 milliards d'euros sur le ferroviaire. Et il a été retoqué avec le 49.3 par Elisabeth Borne. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est sur la rénovation thermique des bâtiments. Tout le monde sait
que c'est un des axes majeurs, une des choses les plus efficaces pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et aussi pour lutter contre la précarité énergétique, contre les charges, avec le prix de l'énergie qui a explosé, contre les charges contraintes des ménages. On a aussi proposé des amendements au budget qui ont été adoptés à la majorité par l'Assemblée nationale, qui ont été balayés avec le 49.3. Voilà. Je prends ces deux exemples. C'est des choses qui sont simples à faire. On les a proposées, on les a votées. Il y a une majorité dans ce pays pour le faire. C'est pas dogmatique, c'est pratico-pratique, ça concerne tout le monde. Et le gouvernement n'a pas voulu se plier à la majorité de l'Assemblée nationale. Alors vous évoquez les déplacements. Il y a une ZFE qui est issue d'une loi climat et résilience qui a été mise en place par le gouvernement actuel, qui va petit à petit interdire aux véhicules les plus polluants de circuler dans les grandes agglomérations françaises. Chez nous, à Grenoble, elle va se mettre en place le 1er juillet. Mais ce n'est pas si simple de passer de la théorie à la pratique. L'échéance approche. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de solution alternative pour se passer de leur voiture polluante. Là, on est sur un cas concret où entre un objectif que tout le monde partage, quelles que soient les tendances politiques, et puis la mise en place concrète, il y a forcément un fossé qu'on a du mal à franchir. Il faut regarder pourquoi on fait les ZFE. Les ZFE, ça vient d'une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne pour inaction climatique de la France, et inaction de la France aussi parce qu'elle ne respecte pas la pollution, enfin les normes sur la pollution. On lui reproche quelque chose, il trouve une solution. Alors, il a fait la Convention citoyenne pour le climat, qui avait des mesures plus ambitieuses, et ensuite il a retravaillé ces mesures pour proposer la ZFE, qui a été votée. Donc maintenant, il faut le mettre en application. Moi, sur le principe, je n'ai pas de difficulté parce que je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on meurt prématurément à cause d'une mauvaise qualité de l'air. Donc cette question de la qualité de l'air, il faut la traiter d'une manière ou d'une autre. Si on ne veut pas des péages urbains, si on ne veut pas interdire complètement la voiture, si on ne veut pas avoir des solutions en fait, qui sont beaucoup plus drastiques, eh ben, la ZFE, c'est une solution. Après, la question, c'est à quel rythme et quelles sont les aides qu'on met en place pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Donc en fait, le curseur, il est là. Et je pense que l'État devrait mettre plus de moyens pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens. Parce que si la lutte contre le changement climatique est vécue comme une injustice sociale, on ne va pas y arriver. Donc il faudrait mettre de l'argent public pour permettre aux gens de racheter des voitures moins polluantes. Évidemment, on leur demande de faire des efforts. Ça leur coûte cher. Il faut que l'État en fasse les efforts budgétaires qui vont avec. Puisqu'on parle des déplacements, il y a aussi sur Grenoble un projet, enfin sur l'agglomération, pour le coup, un projet de transport par câble qui a été initié par votre camp, en tout cas par les écologistes grenoblois il y a quelques années, sous la tutelle de Yann Mongaburu et d'Éric Piolle. C'est un projet qui va de Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux. Saint-Martin-le-Vinoux, c'est votre circonscription. Vous avez d'ailleurs le siège de votre permanence, je crois, sur cette commune. Il y avait des opposants ce week-end, justement, et beaucoup de manifestations en ce moment à Grenoble, qui se sont réunis sur un champ du côté de Sassenage, un champ sur lequel devrait passer la future ligne, qui donc, eux, s'opposent à ce projet. Quelle est votre position sur cet équipement qui devrait structurer un peu les transports en commun de cette partie de l'agglomération? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, quand je vois ces images, je veux dire qu'aujourd'hui, la question de la préservation des terres agricoles, c'est quelque chose de fondamental. Je suis désolé de partir un petit peu du sujet, mais aujourd'hui, on a beaucoup de sujets au niveau local sur cette question-là. Il faut préserver les terres agricoles parce que c'est la souveraineté alimentaire de la France. Et ça, c'est pour les années qui viennent, c'est aussi un très grand sujet avec la question de l'eau. Pour revenir sur la question des transports, la position ce qui a changé, en fait, le fait de mettre un câble pour aller d'un côté à l'autre du Drac, il n'y a pas de difficulté. La question, c'est est-ce que c'est prioritaire au vu des moyens qu'on met en place et est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets qui sont plutôt prioritaires? Pour les écologistes, la question elle est là, sur l'arbitrage en fait, entre différents projets. Je crois qu'il y en avait 4 au départ, dont une ligne de BHNS, une extension du maillage pour les tramways et puis le train qui va plus loin sur le sud de la métropole. Voilà. Donc après, sur l'arbitrage, ça ne nous paraît pas aujourd'hui le projet prioritaire. Vous êtes sur la même ligne qu'Éric Piolle qui avait pourtant lancé ce projet, c'est plus d'actualité. Il y a autre chose qui a changé, c'est que le volume, si vous voulez, des échanges d'un côté à l'autre a changé dans la mesure où
Il y a une requalification des terrains sur les portes du Vercors qui sont passés en zone inondable et donc il y aura moins de construction et donc moins de personnes qui vont être... Donc en fait, il faut regarder à chaque infrastructure qu'on crée l'avantage pour nos concitoyens par rapport au coût, parce que c'est aussi de l'argent public et donc il faut l'utiliser là où il est le plus utile. Bon. Et un câble entre Grenoble et Champs-Rousse, ce serait plus pertinent pour d'autres usages Ça serait intéressant, mais il faudrait complètement revoir l'aménagement de Champs-Rousse. Il faudrait que Champs-Rousse ce soit un village qui vive toute l'année. Parce qu'un câble qui ne marche que pour des courtes saisons, d'autant plus qu'il y aura de moins en moins de neige, ce n'est pas forcément, encore une fois, le plus utile par rapport au coût de l'aménagement. Mais la solution me paraît pas tout à fait dénué de sens. Voilà, il faudrait voir. Il faut faire des études sur si ça peut servir toute l'année, à combien de personnes, etc. Mais c'est un sujet parce que sur les émissions de CO2, par exemple sur les stations, 75% des émissions, en réalité, c'est le transport en voiture pour aller de la métropole. Voilà. Jérémy Yordanov, merci. Il vous reste un petit exercice. Posez une question à Christophe Ferrari, qui sera notre invité la semaine prochaine, le président de la métropole grenobloise. Il est derrière cette caméra qui est en face de vous. Bonjour Christophe, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser cette question assez simple. La métropole, les métropoles, les intercommunautés ont de plus en plus de compétences, de pouvoir. Elles financent des projets qui sont structurants pour les habitants. Est-ce qu'il ne serait pas temps de présenter ces projets devant le suffrage universel direct, devant les concitoyens, et donc d'élire en réalité ces métropoles au suffrage universel direct? Merci. Eh bien voilà, ça fait écho à cette réforme des institutions que vous souhaitez, qu'on a évoquée au cours de cette émission. Merci d'être venu participer à votre premier QG politique sur Télé Grenoble. On se retrouve la semaine prochaine. L'émission est diffusée, vous le savez, chaque vendredi 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h.